Les récepteurs à activité tyrosine kinase reprendre avec les récepteurs à activité tyrosine kinase. Si on veut faire que des récapitulatifs, on est en train de voir la signalisation cellulaire. On est en train de voir la signalisation cellulaire. On va terminer avec les messagers qui dépendent du récepteur intracellulaire qui sont cytoplasmiques bien linéaires. On a vu les récepteurs couplés à la protéine D et maintenant on va aborder un nouveau type de récepteurs. Ce sont les récepteurs à activité tyrosine kinase. Ce sont des récepteurs qui possèdent eux-mêmes cette activité enzymatique. C'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui vont eux-mêmes jouer le rôle de récepteurs et d'effecteurs. Ce sont des récepteurs qui vont jouer eux-mêmes le rôle d'effecteurs. Très bien, très bien. Donc, ils ont des caractéristiques structurales. Bien sûr, leur domaine extracellulaire fixe le ligand, leur domaine transmembranaire fixe eux-mêmes à la membrane plasmique, et le domaine intracellulaire possède deux régions. Ça, c'est une notion importante. Pourquoi? Parce que ce récepteur, il possède un site d'autophosphorylation et un site de phosphorylation d'autres protéines. Il possède un site d'autophosphorylation et un site de phosphorylation d'autres protéines. C'est-à-dire que ce récepteur, il sera responsable de la fixation de l'hormone, de la fixation de cette hormone, elle est responsable d'une activité tyrosine kinase. C'est-à-dire qu'elle est responsable de la phosphorylation de protéines sur des résidus tyrosine, sur des acides aminés tyrosine. Très bien, très bien. Ce récepteur à activité enzymatique, il va s'activer lui-même, puis son activation va induire l'activation d'autres protéines. C'est-à-dire qu'il va s'auto-phosphoryler, il va phosphoryler lui-même des résidus tyrosine portés par lui-même. La fixation de l'hormone sur son récepteur, supposons que j'ai ici une membrane plasmique qui comprend un récepteur et la fixation de l'hormone sur son récepteur va induire sa démérisation, on va en parler. Ensuite, il y aura la phosphorylation du récepteur lui-même. Le récepteur porte des résidus tyrosine. Le récepteur lui-même porte des résidus tyrosine et ces résidus tyrosine peuvent subir une phosphorylation, c'est-à-dire qu'il va s'auto-phosphoryler. Il va créer des groupements phosphore sur des résidus tyrosine qui portent lui-même. La fixation des phosphores sur les résidus tyrosine va activer ce récepteur. Donc ce récepteur est très caractéristique, c'est le récepteur hormonal. Il peut fixer une hormone et la fixation de l'hormone va induire son activation. Son activation va induire des messages intracellulaires. Il possède aussi d'autres caractéristiques, c'est qu'il peut s'activer lui-même. Il s'active lui-même par des réactions d'autophosphorylation. Très bien, on avance. Ils sont responsables à eux seuls du mécanisme de transduction. On avait défini la transduction et on avait dit que la transduction était la capacité de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. Dans les récepteurs nucléaires à la protéine G, la transduction était réalisée par une série de protéines. D'abord le récepteur, ensuite la protéine G, et enfin l'effecteur. Ici, ce sera une seule molécule qui réalisera toutes les réactions. Ce sera ce récepteur qui va fixer l'hormone, ce sera ce récepteur qui donnera naissance au second messager. Ce sera lui qui donnera naissance au second messager. Très bien. Il possède deux niveaux d'activation. La réponse cytosolique avec les effets métaboliques et une réponse nucléaire. Là, ici, il y a une exception à notre règle de ce matin. La réponse par ces hormones hydrophiles ne se fait pas seulement par une modification du comportement de protéines préexistantes, mais elle se fait aussi par la stimulation de l'inhibition de la transcription des gènes. Donc les récepteurs à activité tyrosine kinase peuvent jouer un rôle au niveau du moelle. Ils ont entendu deux types de réponses, une réponse cytosolique et une réponse nucléaire. Une réponse cytosolique et une réponse nucléaire. Très bien, très bien. On avance. Les mécanismes d'action, on y passe très rapidement. Il y aura une fixation du ligand sur le domaine extracellulaire, transformation du domaine qui se rapproche d'un autre récepteur, dimérisation. La dimérisation va induire le contact entre le domaine intracellulaire, puis le déclenchement d'une autophosphorylation et puis le recrutement de protéines cytosoliques. Allez, on va voir tout ça. Très bien.
Donc, regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer en fait, c'est que j'ai une membrane plasmique. Voici ma membrane. Sur cette membrane, il y a un récepteur. Voici mon récepteur. C'est un récepteur monomérique. D'accord? Il y aura une hormone. L'exemple type des hormones qui peuvent stimuler ce genre de récepteur, c'est l'insuline. C'est l'insuline. L'insuline possède un récepteur à activité tyrosine kinase. Les IGF possèdent, les facteurs de croissance qui sont des IGF possèdent aussi des récepteurs à activité tyrosine kinase. D'ailleurs, on appelle les IGF insulin-like growth factor. Insulin-like growth factor parce que leur structure ressemble à la structure de l'insuline et parce que leur récepteur est le même que l'insuline. Parce qu'ils ont le même récepteur que l'insuline. Très bien, donc, principalement, rappelez-vous, les IGF et la tyrosine ont des récepteurs couplés à la protéine G. Alors, des récepteurs à la tyrosine kinase. Très bien, très bien. Les catécholamines ont plutôt beaucoup de récepteurs couplés à la protéine G. Les catécholamines ont des récepteurs couplés à la protéine G. L'adrénaline, la noradrénaline, d'accord? Ils ont des récepteurs couplés à la protéine G. L'insuline possède des récepteurs à activité tyrosine kinase. Les IGF possèdent aussi des récepteurs à activité tyrosine kinase. Si on aura le temps, on parlera des récepteurs qui dépendent des JAK-STAT, d'accord? La voie JAK-STAT, vous l'avez abordé dans le cours, donc oui, on pourra en parler. L'exemple type des hormones qui dépendent de la voie de JAK-STAT, c'est les GH. C'est la GH. C'est la GH. C'est la growth hormone. C'est la GH. La GH induit sa réponse intracellulaire en se fixant sur des récepteurs couplés à des enzymes ou le couplés à la voie cellulaire JAK-STAT. On va essayer de parler de la voie Janus kinase. De la voie Janus kinase, si on aura le temps. Très bien. Donc, il y aura l'insuline viendra se fixer sur son récepteur. L'insuline possède des sites de fixation de deux récepteurs. Une seule molécule d'insuline peut se fixer sur deux récepteurs. Donc, elle va se fixer sur le premier récepteur et cette fixation va activer la bêta-zeus, va activer ce récepteur. Ce récepteur va bouger. Nous savons tous que la membrane plasmique est mosaïque et fluide, elle est fluide. Donc il va pouvoir bouger à l'intérieur de la membrane jusqu'à rencontrer un autre récepteur. Il y aura une rencontre avec un autre récepteur. Donc l'insuline va se retrouver fixée sur deux récepteurs. Il y a eu le rapprochement des deux récepteurs, fixation de l'insuline sur les deux récepteurs, et cette fixation a fait en sorte qu'il y ait une démérisation. Il y a eu un contact entre les deux domaines cytosoliques des deux récepteurs, et ce contact a induit une autophosphorylation. Une autophosphorylation de ces récepteurs au niveau des sites régulateurs. L'autophosphorylation de ces récepteurs va induire leur activation. L'autophosphorylation de ces récepteurs va induire leur activation. Leur activation induit à une série de phosphorylations. Il y aura une phosphorylation sur des résidus de protéines cytoplasmiques. Il y aura une phosphorylation sur des résidus tyrosine de protéines cytoplasmiques. Attention, attention, attention. L'autophosphorylation, elle se fait sur des résidus tyrosine. L'autophosphorylation va se faire sur des résidus tyrosine. Mais la phosphorylation catalytique, la réaction enzymatique aussi, va être réalisée sur des résidus tyrosine. Ce récepteur, il possède une spécificité d'action, une spécificité de substrat. La spécificité de substrat fait en sorte qu'il ne puisse phosphoryler que des résidus tyrosine. Il ne phosphoryle que des résidus tyrosine. D'accord? Très bien, très bien. Et la spécificité d'action, elle fait en sorte qu'il ne puisse réaliser que des phosphorylations. Il ne va pas déphosphoryler, il ne va pas lier, il va juste phosphoryler. Donc sa fonction c'est quoi? C'est la phosphorylation. Sa fonction c'est quoi? C'est la phosphorylation. Il va phosphoryler des résidus tyrosine. Soit ces résidus à lui-même, quand il s'agit de son auto-activation, soit la phosphorylation de protéines d'autres protéines cytoplasmiques, de tyrosine d'autres protéines cytoplasmiques. Et dans ce cas, il sera en train de réaliser sa fonction catalytique, qui est la phosphorylation de protéines cytoplasmiques. Est-ce que c'est clair? Très bien, on avance. Donc, il y aura fixation, démérisation, activation, interaction entre les sites cytoplasmiques, autophosphorylation. L'autophosphorylation sera suivie de la phosphorylation d'autres protéines cytoplasmiques.
Très bien, je n'ai pas préféré vous montrer ce schéma en premier lieu, parce que sur ce schéma, il se fixe sur les deux récepteurs en même temps. Comme ça, comme j'ai dit pour deuxième année, si vous remarquez bien, vous remarquerez que la distance ici n'est pas la même ici. Il y a eu le rapprochement. C'est-à-dire que les récepteurs sont éloignés, tandis que ici, se sont rapprochés. C'est le rapprochement des deux récepteurs qui va induire le contact entre leurs deux domaines cytoplasmiques et l'interaction des domaines cytoplasmiques est responsable de l'activation par autophosphorylation. Par autophosphorylation de mon récepteur. Très bien, on continue. Ces protéines possèdent trois types de domaines. Le domaine SH, le domaine PTB et le domaine PH. S'il vous plaît. Les récepteurs à activité tyrosine kinase, ne lisez pas, suivez-moi. Tu vas avec moi. Les récepteurs à activité tyrosine kinase possèdent trois types de domaines. Ils possèdent des domaines spécifiques. Le premier domaine est appelé SH. Je peux avoir un SH2, un SH3. D'accord, il existe plusieurs types de SH. SH2, SH3, etc. Un domaine PTB et un domaine PH. Un domaine PTB et un domaine PH. Le domaine SH est responsable de l'attraction des résidus tyrosines. Il va attirer les tyrosines qui sont contenues dans les protéines cytoplasmiques. Le domaine PTB, c'est un domaine qui va fixer les tyrosines. Et le domaine PH, c'est un domaine responsable de la fixation à la membrane. C'est un domaine qui est responsable de la fixation des protéines à la membrane. Donc on vous dit SH permet l'interaction des phosphotyrosines avec d'autres protéines. PTB qui vont lier les tyrosines phosphorylées et les PH s'associent à des lipides membranaires qui permettent l'incorporation des protéines particulières à la membrane. S'il vous plaît. Le domaine SH attire les phosphotyrosines. Le domaine PTB fixe les phosphotyrosines. Et le domaine PH permet de lier les protéines à la membrane. Toutes ces membranes, toutes ces molécules, elles sont contenues où, s'il vous plaît? Elles sont contenues où? Là, le domaine SH, PTB, PH. Non! Dans les protéines cytosoliques. Je suis en train de parler des protéines cytosoliques. Attention, vous avez des récepteurs. Non. Vous avez. D'accord. Donc, s'il vous plaît, il peut y avoir un lapsus, c'est pas grave. Je suis en train de parler des protéines cytoplasmiques à attirer. S'il vous plaît. On a terminé avec les récepteurs. Je ne suis pas en train de parler du récepteur. Je suis en train de parler des protéines cytoplasmiques qui vont être phosphorylées par le récepteur. D'accord? Je suis en train de parler. Donc, désolé, je crois que c'est moi qui limite. Vous avez parlé de domaine. Oui. Donc, il faut savoir que même le récepteur peut posséder des domaines pH et tout, c'est pas important. Là, je suis en train de parler des protéines qui vont être attirées par le récepteur. S'il vous plaît, on reste concentré. Donc, ces protéines qui vont être attirées par le récepteur, ils possèdent des domaines. Là, on est en train de parler des protéines cytoplasmiques. Ces protéines cytoplasmiques possèdent un domaine SH, un domaine PTB et un domaine PH. Le domaine SH attire les protéines cytoplasmiques vers les phosphotyrosines. D'accord? Il attire les protéines cytoplasmiques vers les phosphotyrosines. Quelles phosphotyrosines? Ce sont les phosphotyrosines de l'autorégulation du récepteur. Il y a que le récepteur, il était inactif. Il s'est autophosphorylé. Quand il s'est autophosphorylé, sur le résidu tyrosine. Très bien. Donc le récepteur maintenant, il est en train de porter des phosphotyrosines. Ces phosphotyrosines du récepteur vont attirer des protéines cytoplasmiques. Ils vont attirer des récepteurs des protéines cytoplasmiques par un domaine qui s'appelle SH. D'accord? Donc les protéines cytoplasmiques possèdent un domaine SH qui est attiré vers les phosphotyrosines. D'accord? Les protéines cytoplasmiques possèdent un domaine SH qui est attiré vers les phosphotyrosines du récepteur. Le domaine PTB de la protéine cytoplasmique, il va fixer cette protéine sur le récepteur.
il va fixer la protéine sur la phosphotyrosine du récepteur. Le domaine pH permet à la protéine cytoplasmique d'être fixée à la membrane plasmique. D'être fixée à la membrane plasmique. Est-ce que c'est clair? C'est SH, PTB et pH. Très bien, on avance. Lorsque ces protéines sont phosphorynées, il y aura des modifications pour la cellule qui va activer 3 voies. La première voie dont je vais vous parler, c'est la PLC gamma. Est-ce que vous vous souvenez de la PLC? Je vous avais dit qu'il y avait deux types de PLC. La PLC bêta, qui est activée par les protéines, qui a le récepteur qui a la protéine G, et la PLC gamma, qui est activée par l'hétérosine. Donc on a réglé un problème. D'accord? Une partie de notre cours, on a déjà abordé. Les phospholipases C, on vient de les aborder. Donc il y aura une activation de la phospholipase C et une interaction de l'IRL cellulaire qui est identique à celle de la phospholipase C bêta. C'est-à-dire qu'il y aura une synthèse de liquide-3, il y aura une synthèse de AG, il y aura une activation des calcicanoduline dependent protein kinase et il y aura une activation de l'APKC. D'accord? Très bien. Il me reste deux autres voies, la voie des MAP kinases et la voie des PI3 kinases. Il me reste deux principales voies, la voie des MAP kinases et la voie des PI3 kinases. On va voir tout de suite. On va découvrir ensemble la voie des MAP kinases et la voie des PI3 kinases. Je ne vais pas trop utiliser le tableau parce que je crois que ça ne va pas apparaître sur la caméra. Ça me paraît fort, c'est flou. Non, c'est flou. C'est trop lourd. C'est pas sombre. C'est censé être un peu. À l'image est un peu claire, un tout petit peu. Un angle. Je suis là. C'est sombre. C'est sombre, très sombre. C'est sombre. On va essayer de modifier. Très bien. La voie des MAP kinases. On va commencer par la voie des MAP kinases. S'il vous plaît, il faut se concentrer sur beaucoup de nouvelles molécules. C'est la partie la plus difficile de Alors, on se concentre. On va lire pour ne pas en faire aucune, et on va essayer de répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous l'ayez en tête. La principale protéine, la première protéine cytosolique à interagir, c'est la GRB2. C'est la GRB2. S'il vous plaît, la GRB2, elle peut être directement activée par le récepteur à activité tyrosine kinase, comme elle peut être activée par une autre protéine. On va voir quand on va aborder le récepteur à l'insuline que le récepteur à l'insuline ne va pas directement stimuler la GRB2. S'il vous plaît, rappelez-vous de ce que je suis en train de dire. Plus tard, on va voir le récepteur à l'insuline spécifiquement, précisément dit, et on va voir que le récepteur à l'insuline ne va pas lui-même activer directement la GRB2. Il va activer une autre protéine qui s'appelle l'IRS. Il va activer une autre protéine qui s'appelle l'IRS, et l'IRS va activer la GRB2. Mais grosso modo, les récepteurs à activité tyrosine kinase, la première protéine importante qu'ils vont activer, c'est la GRB2. C'est la GRB2. Donc gardez en tête la GRB2. Très bien. L'autre facteur récepteur binding to. Très bien, très bien. La GRB2 possède un domaine SH. C'est un SH2. Le SH2 de la GRB2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'attirer vers les phosphotyrosines du récepteur. Très bien. Elle possède également un domaine SH3 qui lui permet d'interagir avec une autre protéine qui s'appelle SOS. Donc le domaine SH2, le domaine SH2 de la GRB, le domaine SH2 de la GRB va la lier à la membrane, va la lier au récepteur. Et le domaine SH3, il va la lier à une autre protéine qui s'appelle SOS. SOS veut dire Sense of 7, parce que c'est une protéine constituée de 7 domaines. Sense of 7, SOS. Sense of 7. Très bien, très bien. Donc, s'il vous plaît, on est en train de voir la voie des MAP kinases. La voie des MAP kinases est une des voies d'activation des récepteurs à activité tyrosine kinase. C'est quoi un récepteur à activité tyrosine kinase? C'est un récepteur très spécifique qui a la capacité de transformer lui-même le message extracellulaire en un message intracellulaire, qui a la capacité de réaliser lui-même la transduction,
qui a la capacité de réaliser lui-même la transduction. C'est-à-dire qu'il peut transformer le message extracellulaire en un message intracellulaire. Il peut transformer le message extracellulaire en un message intracellulaire. L'hormone va se fixer sur son récepteur, il va se dimériser, il va s'activer, il va réaliser une autophosphorylation, et cette autophosphorylation est responsable de l'activation d'une première protéine qui s'appelle la GRB2. La GRB2 va être attirée vers les phosphotyrosines du récepteur par son domaine SH2, elle va elle-même attirer une autre protéine qui s'appelle la SOS. Ça s'appelle la SOS. Très bien. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une molécule SOS qui a été attirée vers la GRB2. Très bien. La SOS va devenir active quand elle se fixe à la GRB2. Cette interaction permet à la protéine SOS d'activer son rôle de G2F. S'il vous plaît, est-ce qu'on a parlé aujourd'hui de G2F ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot, de cette abréviation? G2F. Oui. Oui, c'est Guanosine Exchange Factors. Et c'était quoi? C'était les facteurs qui permettaient à la protéine G d'échanger le GDP contre un GDP. Et oui, voilà, très bien. Donc, on avait parlé des G2F et on avait parlé des GAB. Les GAB facilitent l'activité du GDP basique et les GDF facilitent l'activité d'échange du GDP contre un GDP. Donc déjà, je peux deviner qu'il y a une protéine qui va arriver au la SOS, après la SOS, qui va échanger le GDP contre un GDP. Ça, je connais là. Donc il y a l'activation de la SOS. La SOS va activer, va jouer son rôle. Son rôle, c'est un rôle de GDF. Elle va jouer son rôle de GDF sur une protéine. Cette protéine s'appelle la RAS. Cette protéine s'appelle la RAS. On a la réponse. Ici. SOS exerce son action sur la RAS. La RAS inactive fixe le GDP. Une fois qu'elle interagit avec la SOS, elle va fixer le GDP. Elle va devenir active. C'est le composant intracellulaire qui va déclencher les MAP kinases. Donc, la voie des MAP kinases commence par une RAS GDP. La voie des MAP kinases commence par une RAS GDP. S'il vous plaît, je suis en train de parler des récepteurs à activité tyrosine kinase. Je suis en train de parler des récepteurs à activité tyrosine kinase. Ces récepteurs à activité tyrosine kinase, ils ont la capacité, une fois leur nom fixé, de réaliser des phosphorylations. Ils commencent par s'autophosphoryler, autophosphorylation sur des résidus tyrosine. Il va s'activer. Quand il s'active, il va phosphoryler d'autres protéines. La première protéine qui va phosphoryler, c'est la protéine GRB2, soit directement, soit via l'IRS. Donc on va voir vers la suivante. Très bien, la GRB2 va être attirée par son domaine SH, elle va être attirée vers le récepteur. Il y aura une phosphorylation de la GRB2 sur des résidus tyrosine. La GRB2 devient active. La GRB2 va attirer une autre protéine qui s'appelle SOS. SOS va être attirée vers le domaine SH3 de la GRB2. SOS va devenir active, elle va jouer un rôle de G2F. Elle va exercer ce rôle de G2F sur une RAS. La RAS va échanger le GDP contre un GDP et la RAS devient active. Et la RAS devient active. Et la RAS devient active. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. On continue. Donc j'ai une RAS GDP. La RAS GDP, regardez ce qu'elle va faire. Déjà, je vais vous donner cette petite spécificité niche. On vous dit que la RAS est appelée petite protéine G par analogie à la société alpha. On va voir que la RAS ressemble beaucoup à la alpha, à la G alpha. Déjà, on a déjà vu un point de ressemblance. Quel est le point de ressemblance qu'on a vu? C'est qu'elle est pas inactive, elle fixe le GDP. Quand elle est activée, elle échange le GDP contre un GDP. Elle ressemble à la protéine G-alpha. Elle ressemble à la protéine G-alpha, puisque G-alpha aussi peut fixer le GDP au repos et peut échanger le GDP contre un GDP. Donc elle est active. Très bien, très bien. On avance. L'essentiel, on est arrivé au stade de GDP, on est arrivé au stade de RAS GDP. On avance. La voie des MAP kinases est organisée en 3 niveaux de phosphorylation. La RAS est active, elle va phosphoryler une autre protéine qui s'appelle la RAF. La RAF va phosphoryler une autre protéine qui s'appelle la MAC.
Et la MAC va phosphoryler une autre protéine qui est la MAP kinase. Il y aura 3 phosphorylations. RAS phosphoryle RAF, RAF phosphoryle MAC, MAC phosphoryle MAC. Et la MAC, je peux l'appeler MEC. Donc là, on l'appelle plus MAC, on l'appelle MEC. La MAC Methylgene Activated Kinase, le MEC, on l'a appelé Methylgene Extranuclear Kinase. Allez, si on a un MEC, je vais étudier en style, mettre la gauche. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est pas vrai. C'est pas la réelle cause pour laquelle on l'a nommé MEC. Mais ça me va bien. D'accord? Pédagogiquement, ça me va bien. On l'appelait MAC. Donc, quand on l'appelle MEC, Methylgene, mais ça extranucléaire kinase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un agent mutagène qui va stimuler la division cellulaire, mais qui ne va jamais entrer dans le corps. Il est extranucléaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va phosphoryler la MAPK, et c'est la MAPK qui va entrer à l'intérieur du corps. S'il vous plaît. Même quand je dessine sur le PC, ça ne me paraît pas. Si, très bien, on va dessiner un. J'avais un récepteur. Voici mon récepteur à activité tyrosine kinase. Normalement, c'est fixé. Il y a eu une dimérisation, il y a eu une autophosphorylation. Cette autophosphorylation, elle m'a attiré des protéines. Quelle est la première protéine dont on avait parlé? C'était la GRB2. Ça, vous là. La GRB2 était attirée par son domaine SH2. Ou son domaine SH3 va attirer une autre protéine qui s'appelle la SOS. La SOS va réaliser son action GEF sur quoi? GEF sur une protéine qui s'appelle la RAS. La RAS va fixer le GTP. Elle va devenir RAS GTP. La RAS GTP va réaliser une phosphorylations. La RAS phosphoryle la RAF, la RAF phosphoryle la MEC phosphoryle la MAPK. La MAPK va entrer dans le noyau. On continue. S'il vous plaît, on se concentre. Donc voici mon récepteur. Sur ce récepteur, on va se fixer la GRB2. Sur la GRB2, on va se fixer la SOS. La SOS va activer la RAS et la RAS va commencer la phosphorylation. RAS phosphoryle RAF, RAF phosphoryle MEC, et le MEC va activer la voie DA. Allez, on continue, s'il vous plaît. La MAPK active pénètre dans le noyau et elle aura 2 fonctions. S'il vous plaît, les fonctions de la MAPK sont importantes. Elle va activer la transcription d'un facteur de transcription. Qui s'appelle C-phose, qui va provoquer la transcription de gènes indépendants dans le cycle cellulaire. C'est la première fonction. La première fonction est l'activation de la transcription d'un facteur de transcription. La deuxième action, elle va phosphoryler 2 autres facteurs de transcription qui s'appellent SRF et TCF. Et qui vont activer la transcription de gènes de protéines impliquées dans la prolifération cellulaire. Allez, s'il vous plaît, on va voir maintenant l'action de la MAPK. La MAPK va entrer à l'intérieur du noyau. MAPK va entrer à l'intérieur du noyau. La MAP kinase va entrer à l'intérieur du noyau. Elle aura 2 fonctions. La première fonction, c'est qu'elle va agir elle-même en tant que facteur de transcription. Elle va se fixer sur l'ADN, elle va initier la transcription d'un gène. Le gène il est responsable de la synthèse d'un facteur de transcription qui s'appelle le C-phose. Le C-phose intervient dans le cycle cellulaire. La deuxième fonction, c'est que dans ma kinase, elle doit phosphoryler, elle doit réaliser sa fonction kinase. C'est une kinase phosphoryle. Une kinase phosphoryle. Une kinase phosphoryle. Une phosphorylation. Une phosphatase des phosphoryles. Une kinase phosphoryle. Une phosphorylase phosphoryle. Une phosphatase des phosphoryles. Donc, la MAP kinase va phosphoryler 2 autres facteurs de transcription.
Donc, quelles sont les fonctions de la MAP kinase dans le noyau? La MAP kinase va jouer elle-même le rôle d'un facteur de transcription pour activer la transcription d'un facteur de transcription. Et deuxièmement, elle va phosphoryler des facteurs de transcription pour les activer. Quels sont ces deux facteurs de transcription? Ce sont la TCF et la SF. TCF et la SF. TCF et la SF. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous voyez que la réponse des MAP kinases, elle est principalement intranucléaire. Elle est principalement intranucléaire. C'est un facteur qui est impliqué, la voie des MAP kinases, elle est impliquée dans la prolifération, effet mitogène, effet de division cellulaire. Effet de division cellulaire. Très bien. On avance. La race possède une activité GTP-azique. Quand? Bravo. Comme la alpha-GTP, un autre point de ressemblance, un autre point commun entre ma race et la G-alpha qu'on a vu tout à l'heure. Les deux possèdent une activité GTP-asique. Très bien, qui lui permet de passer de l'état actif à l'état inactif. La race existe sous trois formes, K, H et N, c'est pas important. Les mutations oncogéniques de race sont présentes dans sa région GTP-asique. Allez, s'il vous plaît. On est en train de parler de la race. Je reprends avec la race. Je reprends très rapidement avec la race. Je suis en train de parler, normalement on a terminé, avec la voie des MAP kinases. Il y aura une petite partie sur la régulation. Très bien, très facile. Donc on termine maintenant. Donc la race, elle est active. On a parlé tout à l'heure de la protéine G-alpha. Et j'avais dit que la protéine G-alpha restera active tant qu'elle fixe le GTP. Tant qu'elle fixe le GTP, elle est fixée sur l'effecteur. Et tant qu'elle est fixée sur l'effecteur continue à réaliser cette fonction enzymage. Et quand alpha réalise son action GTP-asique, quand elle se dissocie de son GTP, quand elle hydrolyse le GTP en GTP, elle devient inactive, elle se dissocie de la ligne acétylation de la phosphorylase pour que la réponse s'arrête. La race, ça sera la même chose. Elle peut passer de l'état actif vers l'état inactif en réalisant son action GTP-asique. Elle va dégrader son GTP en GTP. Donc, quand elle dégrade le GTP en GTP, race GTP va arrêter la phosphorylation de RAF, RAF arrête la phosphorylation de MEC arrête la phosphorylation de MAPK et j'aurai un arrêt de la réponse. On parle d'une mutation oncogénique de la race. Supposons que la race miskina, elle perd son activité GTP-asique. Elle ne peut plus réaliser son activité GTP-asique. Donc elle restera tout le temps fixée à la GTP. Tout le temps fixée à la GTP, mais elle est tout le temps active. Tout le temps active, mais elle phosphorylera éternellement la RAF. La RAF phosphoryle la MEC phosphoryle la MAPK, et la MAPK va entrer dans le noyau. C'est quoi le message? C'est des messages mitogènes. Elle va stimuler la division cellulaire. Et donc l'activation continue de la race, l'activation oncogénique de la race, elle est responsable de la transformation cancéreuse de ma race, puisque la race va continuer à stimuler la voie des MAPK, et la voie des MAPK est responsable de la division cellulaire. Il y aura une division accrue de la cellule jusqu'à sa cancérisation. Très bien. À partir de la race. Donc la race, elle possède comme la protéine G-alpha, elle possède une activité GTP-asique. Elle a la capacité de dégrader elle-même le GTP en GTP. Quand elle dégrade le GTP en GTP, elle devient inactive. D'accord? Et quand elle devient inactive, la voie cellulaire va s'arrêter. Supposons maintenant qu'il y a une mutation. Et cette mutation transforme la race. La race ne peut plus dégrader le GTP. La race ne peut plus dégrader le GTP en GTP. Donc la race reste fixée à la GTP, et puisqu'elle reste fixée à la GTP, elle va continuer à activer la voie des MAP kinases. Donc la MAP kinase va devenir activée, continuellement activée, jusqu'à stimuler plus qu'il ne faut la division cellulaire et aurait des transformations. C'est clair? Très bien. On avance. La RAF possède aussi trois formes, A, B et C, différents nombres de phosphorylation. S'il vous plaît, allez, on en parle. La RAF possède plusieurs sites de phosphorylation. D'accord? Il existe trois types de RAF. La RAF A, et la RAF B et la RAF C. La RAF B possède deux sites de phosphorylation. La RAF B
possède deux sites de phosphorylation. Alors la RAF B, il faut la phosphoryler en 2 points. Quand je la phosphoryle en 2 points, elle va devenir la RAF A et la RAF C. La RAF A et la RAF C, elles ont besoin de 4 phosphorylations, pas 2. D'accord? Très bien, très bien. Vous êtes à adjacent, vous êtes ici. Vous voulez monter à Aldienne. Vous voulez monter à Aldienne. Quels sont les moyens possibles? Soit prendre l'étudiant, soit prendre un taxi. Soit prendre l'étudiant, soit prendre un taxi. Soit rapide. Il faut prendre un moyen. Il faut choisir un moyen. Un taxi, ça coûte 130 dinars. C'est 139. Ça va, oui. Bien, c'est un peu plus. 130 dinars. Un bus, ça prend 20 petits jolis dinars. 20 dinars. Donc, vous, en tant qu'étudiant, de pauvres étudiants sans revenus, à 26 ans, d'accord? Sans revenus, donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir le bus pour réduire vos dépenses. Pour réduire vos dépenses. Donc, vous êtes censé économiser votre argent. Vous êtes censé économiser votre énergie. D'accord? Donc, au lieu de gaspiller 130 dinars dans un taxi, vous préférez utiliser les 30 dinars et les 20 dinars pour le 100 dinars qui sont bien mettre comme si hier. D'accord? D'accord? Pour les 100 dinars. Très bien. S'il vous plaît, on continue. Très bien, donc pour les 100 dinars, vous allez les utiliser. Les 100 dinars pour manger. D'accord? Pour manger. On reste constant. Donc, la protéine RAF, elle est comme vous. Elle a deux choix. Soit elle phosphoryle sur 4 sites, soit elle phosphoryle sur 2 sites. À votre avis, elle va choisir 2 sites ou 2 sites. Et c'est pour cela qu'on dit que la RAF B est le site préférentiel de phosphorylation. Parce qu'il permet à la cellule d'économiser l'énergie. Au lieu de gaspiller 4 ATP, elle va utiliser 2 ATP seulement. C'est pour cela que la voie RAF B est plus utilisée que la voie RAF C et RAF A. D'accord? Parce que RAF A nécessite 4 phosphorylations, RAF C nécessite 4 phosphorylations et RAF B nécessite 2 phosphorylations. Donc la cellule va tendre à utiliser les 2 phosphorylations. Elle va tendre à réaliser 2 phosphorylations, donc elle va tendre à utiliser la RAF B. On la passe. Même la RAF B, malheureusement, même la RAF peut devenir oncogénique. D'accord? On vous dit que certaines mutations provoquent une modification de l'environnement du phosphate. RAF va être activé perpétuellement. S'il vous plaît, la RAF elle est activée par elle est activée par phosphorylation. Supposons que j'ai une mutation de la RAF, que j'ai une modification de la RAF. La fixation du phosphore sur la RAF. Le phosphore est chargé négativement. Donc il va donner des charges négatives à la RAF et la présence de ces charges négatives va activer la RAF. Supposons maintenant que j'ai une mutation au niveau de la RAF. Cette mutation va changer des acides aminés chargés positivement en des acides aminés chargés négativement. Il y aura des charges négatives au niveau de la RAF qui vont mimer le phosphore. Donc, ils vont jouer le même rôle que la présence du phosphore. Et il n'y a pas de phosphore. Il n'y a pas de fixation du phosphore sur la RAF. Normalement, il n'y a pas d'activation de la RAF. Mais la RAF mesquina, elle est mutée. Et cette mutation va induire son activation. Pourquoi? Parce que les nouveaux acides aminés qui ont été formés, ils vont mimer le phosphore. Ils vont jouer son rôle. Ils vont jouer le rôle de charge négative. D'accord? Donc, même la RAF peut se muter et la mutation de la RAF est aussi oncogénique, puisque la RAF va phosphoryler la MEC, et la MEC va phosphoryler la MAPK, et la MAPK va entrer dans le noyau pour stimuler la division cellulaire. Très bien. On a terminé avec la première voie, la voie des MAPKinases. Récapitulons très rapidement la voie des MAPKinases, s'il vous plaît. La voie des MAPKinases commence par quoi? La voie des MAPKinases commence par la fixation de l'hormone sur son récepteur. Le récepteur est un récepteur à activité tyrosine kinase. Fixation de l'hormone sur le récepteur, dimérisation, interaction entre les sites cytosoliques
activation de l'autophosphorylation, autophosphorylation sur des résidus tyrosine, activation du récepteur, activation de son site catalytique. Il va commencer à réaliser des phosphorylations sur des protéines intracellulaires. Quelle est la première protéine dont on avait parlé? C'était la GRB2, qui est attirée par son domaine SH2 vers les phosphotyrosines du récepteur. Phosphorylation de la GRB2 est activée, elle va attirer la SOS par son domaine SH3. La SOS va être activée, la SOS va réaliser son rôle de GEF sur la RAS échange le GDP contre un GTP, RAS devient active, RAS phosphoryle RAS phosphoryle MEC phosphoryle K, la RAS entre dans le noyau, elle va activer la transcription d'un gène qui s'appelle CFOS, c'est un facteur de transcription, elle va aussi phosphoryler deux autres facteurs de transcription qui sont le SRAF et le TCF. Le SRAF et le TCF. Très facile. Qui peut reprendre? Qui veut essayer? Il y a deux versions, Tukuma ou Tukuma. Allez, on a eu courage. Déjà, on vous applaudit pour votre cours. Continuez. Alors, fixation de l'hormone, le récepteur numérisé. Très bien. Après interaction, les deux domaines. Très bien. Autophosphorylation. Autophosphorylation, activation de l'activité catalytique. Après activation de l'activité catalytique, il va attirer les protéines. Comment ça s'appelle? Protéines qui vont être phosphorylées. Ils vont être attirés par leur domaine SH. C'est quoi l'émotion? J'ai appelé. Ah oui, non, mais c'est les protéines. La première protéine à phosphorylée, c'est GRB2 par le domaine SH2. Très bien. Et elle va fixer la SOS par le domaine SH3. Donc la SOS va être activée, elle va jouer son rôle GEM sur la RAS. La RAS va être activée, elle va commencer la voie des marques. Trois phosphorylations. Donc RAS phosphorylation. RAS, MAC-P. Et la MAC entre dans le noyau. Elle va jouer un rôle de facteur de transcription sur le CFOS. Qui est la facteur de transcription? Et elle va supprimer deux protéines que je n'ai pas reconnues. Très bien. Allez, donc on se sur son récepteur, le récepteur se dimérise, il s'active, autophosphorylation sur des résidus, tyrosine, GRB2, est attiré par son domaine SH2, elle attire la SOS par son domaine SH3, la SOS fixe, là elle va réaliser son rôle de GEF qui va activer la RAS échange de GDP, la GDP, deuxième active, elle phosphoryle la RAS phosphoryle la MEC phosphoryle la MAK, la MAK rentre dans le noyau, étant phosphorylée, elle va jouer le rôle d'un facteur de transcription du CFOS, le CFOS est un facteur de transcription aussi, et elle va aussi phosphoryler deux autres facteurs de transcription qui sont la TCF et la SRF. TCF, SRF, ah, SRF, c'est pas grave. Ah, SRF, c'est différent. Alors, SRF, là c'est nul, c'est RF, c'est nul. Très bien. Bravo. La deuxième voie qui est la voie de la phosphatidine 3 kinase. PI4, c'est la dernière partie de notre cours. Il y a que moi qui les ai donnés ici. C'est pas une image. Allez, c'est chaud. C'est bon. Malheureusement, c'est bon. Allez. Reste confiant en père. C'était pire que ça. Allez, s'il vous plaît. On se concentre. Allez, les internets. Les internets, allez. Vous sortez du sujet. Suivez. Alors, partez bien qu'il faut la couper. Allez, on continue. Maintenant, je vais tout laisser. Allez, la voie des pays 3 cas.
Il vous reste encore de la batterie. Combien? Hein? On était à 60, on est à 44. 44. Ça. Alors, après, j'ai dit les 3 20%. Oui, tout de suite. Voilà. Donc, il a un différent de possibilité. Il ne nous reste pas beaucoup de batterie. Propre l'essence, oui, s'il vous plaît, parallèle à la voie des marqueurs, donc là, si on peut réaliser une activation par la voie des marqueurs, comme elle peut réaliser une activation, par la voie des PI3K. Par la voie des PI3K. Très bien. Reconnaissance par des protéines cytosoliques spécifiques qui par des domaines SH, PTB, PH. SH, il est responsable de quoi? SH, de la fixation au phosphorylosine du récepteur. PTB, fixation. SH, attraction. PTB, fixation sur le phosphorylosine. Le domaine PH, il est responsable de la fixation sur le membrane plasmique. La voie des PI3 kinase aboutit à la transcription de gènes intervenant dans la survie et la prolifération cellulaire. Cette voie est la voie majeure empruntée par la cellule. On dira que la voie des MAP kinases, c'est une voie de multiplication, c'est une voie microgène. La voie des MAP kinases est une voie de multiplication. La voie des MAP kinases est une voie de multiplication. La voie des PI3 kinases est une voie métabolique. C'est une voie de prolifération et de survie. Elle va jouer un rôle sur les glycogènes, sur l'électrogénolyse, sur l'expression des buts, c'est-à-dire la voie des PI3. Bon. Très bien, donc c'est une voie de prolifération. Une voie de prolifération et de survie. On continue. Très bien, très bien. Les PI3K possèdent deux subunités. On commence à retenir. S'il vous plaît, grâce à l'entête dans la kinase, on ne déchire pas la page, on ne déchire pas la page de la kinase, on les laisse au repos, on se concentre sur la PI3K, ce sera d'autres protéines. La PI3K elle-même, attention, la PI3K, c'est une protéine cytosolique qui est constituée de deux sous-unités, P85 et P110. P85 et P110. P85 est une région régulatrice. P110 est une région catalytique. Attention. D'ailleurs, mais les sont très d'accord. Le site, le récepteur lui-même, le récepteur enzymatique lui-même, il possède une région régulatrice d'autophosphorylation et une région catalytique de phosphorylation sur des résidus tyrosines. Il va phosphoryler des protéines cytoplasmiques. Parmi ces protéines cytoplasmiques, j'ai une protéine qui s'appelle la PI3K. Cette protéine aussi possède un site de régulation et un site catalytique. Donc, cette protéine, elle est comme le récepteur. Le récepteur possède un site de régulation et un site catalytique. La protéine PI3K aussi possède un régulateur et un site catalytique. La protéine kinase A, elle possède des sites régulateurs et des sites catalytiques. La protéine kinase A, son site régulateur, il avait deux fonctions. Quelles étaient les fonctions du site régulateur? Premièrement, la fixation de l'ABC. Deuxièmement, la fixation des ACA pour l'orientation de la réponse. Rappelez-vous de ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît. Pourtant, c'est simple. PKA possédait un site régulateur. Et le site régulateur, c'était le site de fixation. C'était le site de fixation des ACA et c'était le site de fixation des AMPs. Très bien. Alors, ici, on a parlé du récepteur tyrosine kinase et le récepteur tyrosine kinase possède une action enzymatique. Cette action enzymatique, c'est la phosphorylation. Il a un site d'autorégulation, il phosphoryler lui-même ses résidus tyrosines, et il possède un site catalytique, mais il va phosphoryler des tyrosines, d'autres protéines cytosoliques. Une des protéines cytosoliques qui va phosphoryler, elle s'appelle PI3K. Cette PI3K, elle possède aussi un site régulateur et un site catalytique. Le site régulateur, il s'appelle P85, le site catalytique, il s'appelle P110. D'accord? Très bien. P85, P110. P85, P110. On avance. Activation du récepteur. P85 possède un domaine SH2 qui va interagir avec les tyrosines phosphorylées. Phosphorylation et changement de conformation. Activation de la P110. La P110 possède une activité lipide kinase. Elle va phosphoryler des lipides. Quels sont les lipides qu'elle va phosphoryler? Ce sera le PIP2. Je vais donner le PIP2.
qu'on a dégradé ce matin par la phospholipase C. Donc, quand J, la PI3K, elle va le phosphoryler pour former un PIP3. Oh, regarde. La PI3K, c'est drôle, je trouve ça drôle, je ne sais pas pourquoi. La PI3K va phosphoryler par sa sous-unité P110, elle va phosphoryler le PIP2 en PIP3. Elle va phosphoryler le PIP2 en PIP3. Je suis comme le PIP2 de Béba. C'est celui que j'ai dessiné. Le glycérol avec le acides avec le linositol, avec un phosphore. Sur ce phosphore, on se fixe deux phosphores. Très bien. Donc le PIP2 fait 3 phosphores. Donc le PIP3, chacun un phosphore, 4. Le PIP3 fait 4 phosphores. Le PIP2 fait là. Phospho-inositol, 2 phosphores. Là. C'était un phospho-inositol, 3 phosphores. Donc fait 4. Fait 4. Très bien. Phospho, regardez comment il s'appelle. Il s'appelle phospho-inositol triphosphate. PIP3, c'est un phosphore, ou qu'il y a 3 autres phosphores. Très bien. On avance. Très bien, regardez ici. Voici ma. L'hormone se fixe comme l'insuline se fixe sur son récepteur. Le récepteur est un RTK. C'est quoi le RTK? C'est un récepteur à activité tyrosine qui marche. Il va s'activer, il va se débiliser, il va commencer à phosphoryler des protéines. Quelle est la première protéine qui va phosphoryler? C'est la P85. La P85 est en fait une sous-unité de la PI3K. La P85 va devenir active, elle va changer sa conformation, elle va activer la P110. La P110, elle est responsable de cette réaction. Elle est responsable de ce schéma. Regardez. Elle va transformer le PIP2 en PIP3. D'accord? Donc, c'est une lipide kinase. La P110, ou la PI3K, par sa sous-unité P110, est une lipide kinase. Très bien. Donc, quand je voudrais plus tard, Inch'Allah, quand je voudrais arrêter la réponse, je vais dégrader le PIP3 en PIP2 par une protéine qui s'appelle PTEN. La PTEN est une phosphatase. La PTEN est une phosphatase qui peut dégrader le PIP3 en PIP2. Et le PIP2 deviendra inactif, il ne pourra plus réaliser les fonctions qu'on va citer plus tard. S'il vous plaît, très rapidement. L'hormone se fixe sur son récepteur. L'hormone comme l'insuline va se fixer sur son récepteur. Le récepteur se dimérise. Quand il se dimérise, il va s'activer. Il va s'autophosphoryler sur des résidus tyrosine. Il va attirer une protéine qui s'appelle la GRB2. Non. Voilà, bravo. On n'est pas dans la voie des rapides. On est dans la voie des PI3K. Donc il va attirer une protéine qui s'appelle la PI3K. Il va attirer une sous-unité de la PI3K qui s'appelle la P85. La P85 va devenir active, elle va changer de conformation, elle va activer la P110. La P110 va réaliser sa fonction qui est la transformation du PIP2 en PIP3. Je reprends. L'hormone se fixe sur son récepteur. Le récepteur se dimérise, il s'active, autophosphorylation, phosphorylation de la P85. La P85 devient active, il y aura une activation de la P110. La P110 va phosphoryler le PIP2 en PIP3. Elle va phosphoryler le PIP2 en PIP3 et c'est la voie d'activation. La PIP3 va enchaîner les réponses intracellulaires, on va voir comment. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est le PIP3 qui est reconnu par les protéines cytosoliques à domaine pH. Pour la première fois, on va parler de l'utilité de ce domaine pH. Quand on avait cité le domaine pH, on avait dit que leur rôle c'était quoi? C'était la fixation de protéines cytosoliques. C'était la fixation de protéines cytosoliques. C'était la fixation de protéines cytosoliques à la membrane. La fixation de protéines cytosoliques à la membrane plasmique. C'était la fixation de protéines cytosoliques à la membrane plasmique. Très bien. Donc, ce domaine pH des protéines cytosoliques, il va les attirer vers la membrane plasmique. La plus importante de ces protéines s'appelle, la plus importante de ces, est la phosphorynosité dépendante kinase. D'accord?
Phosphoinosity dependent kinase. Ça s'appelle PDK. Phosphoinosity dependent kinase. C'est la PDK. Et la PDK, elle va exercer sur l'action en phosphorylant deux autres protéines qui sont la PKC et la PK. Si vous, on se reconcentre ici, mais ça va aussi se compliquer un peu. Je suis en train d'aborder la voie des PI3 kinases. Je suis en train d'aborder la voie des PI3 kinases. Cette fois, on s'est arrêté où? On s'était arrêté à l'activation de la P110. La P110, elle va être responsable de la transformation du PIP2 en PIP3. Le PIP3, il est situé où? Très bien, au niveau de la membrane. Au niveau de la membrane, il va attirer une kinase. Il va attirer une kinase. Ça s'appelle la PDK. Je vous comment elle s'appelle? Phosphoinosity dependent kinase. Maintenant, c'est une PIP3 dependent kinase. C'est une PIP3 dependent kinase. C'est une kinase qui dépend du PIP3. C'est une kinase qui dépend du PIP3. Elle ne peut pas réaliser sa fonction que si elle est fixée à la PIP3. C'est pour cela que je l'ai appelé phosphoinositide, c'est-à-dire PIP3, phosphoinositide dependent kinase. Donc, elle va phosphoryler la protéine. C'est pas le PIP. Le PIP3, non, c'est juste un site d'ancrage. Elle va la fixer. Voilà. Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait parlé de la DAG. On a vu la DAG, elle allait fixer la PKC. Et la PKC ne pouvait réaliser sa fonction que quand elle est fixée à la DAG. Et là, ce sera la même chose pour la PDK. La PDK ne pourra réaliser sa fonction que si elle est fixée à la PDK. Elle active la PDK, oui. La PDK va se fixer sur la membrane plasmodienne, elle va se fixer sur le PIP3. Quand elle se fixe sur le PIP3, elle va devenir active. C'est quoi sa fonction? C'est de phosphoryler d'autres protéines. Ces protéines, c'est la PKC et la PKB. Ces protéines, ce sont la PKC et la PKB. La PKB, elle possède un autre nom qui s'appelle AKT. La PKB, elle possède un autre nom qui s'appelle AKT. S'il vous plaît, je vais reprendre. Je vais reprendre plusieurs fois, 5 fois pour que vous pouvez retenir. La AKT va phosphoryler à son tour une grande variété de protéines pour les activer ou les inhiber, et ce sera l'augmentation de la cellulaire et de l'orientation, et c'est ça la voie des PI3 kinase. Très bien. Parmi les protéines qui vont être phosphorylées par cette PKB, ce sera la mTOR. On va parler de la mTOR. La mTOR phosphoryle de nombreuses protéines impliquées dans la synthèse protéinique, l'angiogenèse et la croissance cellulaire. Maintenant, une partie de la réponse sera exprimée. Une partie de la réponse sera exprimée par la phosphorylation des mTOR. S'il vous plaît, voici une petite récapitulation de ma voie. Regardez. Le récepteur à activité tyrosine kinase va être activé. Il va attirer la P85. Il va l'activer. P85 active la P110. C'est quoi la fonction de la P110? La P110 va transformer le PIP2 en PIP3. Le PIP2 est responsable de la fixation de la PDK. La PDK, quand elle se fixe sur le PIP3, elle devient active. Quand elle devient active, elle peut phosphoryler la PKC et la PKB. La PKB, on peut l'appeler AKT. La PKB va phosphoryler le mTOR, et le mTOR est responsable de la survie cellulaire. S'il vous plaît, je reprends. On est en train de parler des récepteurs à activité tyrosine kinase. On a terminé la première voie, c'était la voie des MAP kinases. On est en train de parler de la deuxième voie, c'est la voie des PI3 kinases. C'est quoi la PI3 kinase? La PI3 kinase est une protéine cytosolique. Il possède deux sous-unités, la P85 et la P110. La P85 et la P110. La P85 et la P110. Très bien. Il y a fixation de l'hormone sur le récepteur, dimérisation, activation, autophosphorylation, phosphorylation de la P85, activation de la P110. La P110 va activer, elle va phosphoryler. Qu'est-ce qu'elle va faire phosphoryler la P110? Elle va phosphoryler un lipide. Elle va transformer le PIP2 en PIP3. Le PIP3 est un lipide membranaire. Il va fixer la PDK. La PDK va devenir active. Elle va phosphoryler la PKC et la PKB. La PKC et la PKB vont commencer des réactions de phosphorylation cytosolique. Et la PKB est la plus importante par la phosphorylation des protéines dans la mTOR. Dans la fameuse mTOR. Je reprends. Hormones.
récepteur P85, P110, P85, P110, PIP2, PIP3, PDK, PKC et PKB. PKB, je l'appelle AKT, PKB va activer la même forme. Un tout petit détail, En fait, la AKT, la PKB, elle ne va pas phosphoryler elle-même le import. Elle va inhiber les protéines qui le déphosphorysent. Donc elle va réaliser une effet d'inhibition de l'import. Elle ne va pas l'activer, elle va lever son inhibition. Ce n'est pas important. L'essentiel de vous dire qu'il y aura une phosphorylation du import. Une phosphorylation du import. Je reprends. 11 et 1, hormone, récepteur, dimérisation, activation, autophosphorylation, P85, P110, PIP2, PIP3, PDK, PKC et PKB, PKB, je nomme AKT, import. AKT, import. Très bien. Si je vous les apprends, c'est quoi? D'accord? Donc, si on résume, le récepteur est membranaire, le P85 et P sont des protéines cytosoliques. Les deux forment la P3K. Oui, la P3K qui est membranaire. Là, elle est cytosolique. Les lipides sont membranaires. Oui. Donc, la protéine cytosolique, elle va activer, elle va transformer le PIP en PIP3. Très bien. Qui est membranaire. Et lui, il va attirer vers lui la protéine qui s'appelle la PDK, qui va s'ancrer sur la membrane les lipides et le phosphoryler. Oui, elle ne va pas phosphoryler les lipides, elle va phosphoryler les autres cytosoliques qui s'appellent PKC et PKB. Très bien. PKC et PKB. Très bien. PKB, c'est AKT, c'est son autre nom. Oui, c'est juste un autre nom. PKB, c'est un AKT. On peut nommer la PKB AKT, c'est son nouveau nom. D'accord? La PDK, oui, la PDK c'est membranaire. Elle joue son rôle que lorsqu'elle est fixée sur la PIP3. Encore, est-ce que vous avez des questions? Après le mTOR, il va entrer dans le noyau, il va favoriser la synthèse de protéines de prolifération et de sucre. La régulation, on a terminé. On va voir quelques exemples. On a terminé notre cours. D'accord? Très bien, s'il vous plaît. La régulation, la dernière partie, elle se fait sur le PIP3 par une phosphatase, le PTEN. Tout comme tout à l'heure, on va parler du PTEN. Le PTEN est une phosphatase. Elle va dégrader le PIP3 en PIP2, qui ne deviendra plus actif. Donc, la PDK ne pourra plus s'y fixer, et la voie des PI3K ne pourra plus être réalisée. C'est un régulateur négatif. On va voir des exemples. Ce sera notre introduction en fait, et vous allez plus allez, on va voir des exemples. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes. Oui, allez-y, exprimez-vous pour toute démocratie. On ne veut pas vous couper la tête, nous disons très bien. S'il vous plaît, on se concentre. On va voir des exemples. Les deux voies, de la voie des marquinases et de la. En fait, c'est des voies de la PI3 kinase, parce qu'on va voir surtout des effets métaboliques. Ce sera un peu notre partie du métier. À chaque fois, je sous-estime le temps. D'accord? Ou je surestime le temps. Oui. Et je sous-estime ma capacité à te parler. Parce que dans ma tête, en connaissance, c'est 3 chapitres. Oui. C'est beaucoup plus simple. Oui. Je peux les faire, si vous voulez. Si vous pouvez rester jusqu'à maintenant, vous pouvez les faire. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Quel est le hadou malsain? Très bien. Le récepteur à l'insuline, il est formé de sous-unités alpha extracellulaire, de sous-unités bêta intracellulaire, phosphorylation et activité de la kinase. S'il vous plaît. Pourquoi il dit 2 sous-unités alpha, 2 sous-unités bêta? Parce qu'il est en train de parler du récepteur dimérisé. Il y a en fait qu'il alpha extracellulaire ou bêta intracellulaire. Mais le récepteur de l'insuline, il n'agit que sous forme dimérisée. Bien qu'il y ait 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Activité tyrosine kinase. Génial.
fixation de l'hormone sur son récepteur, transconformation, active, autophosphorylation, recrutement de protéines cytosoliques possédant des domaines SH, BTD et PH, dont la plus importante et la première à réagir est appelée IRS. Je vous avais dit tout à l'heure que dans le récepteur à insuline, je ne vais pas activer directement la GRP2 et la P86. Je ne vais pas activer directement la voie des MAP kinases et la voie des P3 kinases. Il faut activer une protéine intermédiaire qui s'appelle l'IRS. Donc, quand vous parlez d'un récepteur à l'insuline, vous gardez les mêmes voies en ajoutant l'IRS, une récepteur ou d'autres molécules. C'est-à-dire que pour la voie des MAP kinases, ce sera récepteur, IRS, GRP2, SOS, RAS, RAF, MAC, MAPK, puis Y. D'accord? Pour la voie des P3K, ce sera récepteur, IRS, P85, P110, PIP2, PIP3, PDK, PKC et PKB, import. D'accord? Oui. C'est le même récepteur. Oui, c'est le même récepteur qui réalise les deux voies, il peut les faire en même temps. Oui. D'accord? Cela dépend des besoins. D'accord? Très bien. On avance. Donc vous ajoutez la molécule IRS quand il s'agit du récepteur à l'insuline. Très bien. On avance. L'IRS se fixe sur le récepteur, il y aura phosphorylation de l'IRS, et l'IRS peut interagir avec deux groupes, soit avec des protéines P60G, soit des P60P. Allez, les P60G, pour la réponse nucléaire, recrutement de protéines particulières, en particulier la GRP2. Donc, dans la voie P60G, elle va activer la GRP2, donc elle va activer la voie des MAP kinases. Dans la voie P60P, elle va activer la P3K, principalement la P85. Pourquoi? Pour activer la voie des P3K qui est responsable d'une réponse MMAE. Allez, s'il vous plaît, on vous dit que l'IRS peut interagir soit avec la GRP2, soit avec la P85. Soit avec la GRP2, soit avec la P85. Quand elle s'associe avec la voie GRP2, je l'appelle la voie P60G. Je fais le GGRP. P60G. D'accord? Soit elle va se lier à la P85, et ce sera la voie P60P. P60. P86. Est-ce que c'est clair? Donc, elle peut se lier à deux types de protéines. P60G et P60P. P60G dans la voie des MAP kinases et P60P dans la voie des phosphatidyl 3 kinases. Allez, on avance. S'il vous plaît. Très bien. Très bien. À dire la activité, bien sûr, on connaît son code, c'est pas important des retours. On va commencer avec les exemples. Il y a 4 exemples que nous avons cités. Le premier exemple, c'est la voie AS, c'est la protéine plutôt AS160. C'est la protéine AS160. Regardez cette protéine, c'est quoi cette protéine? En absence d'insuline, quand il n'y a pas d'insuline, quand l'insuline n'est pas fixée sur son récepteur, la AS160, s'il vous plaît, il y a des exemples, les 4 exemples qu'on va citer, ils sont cités dans votre cours. Peut-être qu'ils peuvent être dans le test. Peut-être vous suivez. D'accord. Allez, il faut suivre. Donc la première protéine est la protéine AS160. La AS160, en absence d'insuline, elle est non phosphorylée. Elle est localisée dans les membranes des vésicules intracellulaires contenant les glucates. AS160 est un inhibiteur des glucates. Quand la A4 est la phosphoryle, elle va l'inhiber et donc il y aura une translocation des glucates. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on commence à voir ce qui est plus général. Vous êtes d'accord que l'insuline stimule l'expression des glucates? L'insuline est une hormone hypoglycémiante. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. Elle diminue la glycémie. L'insuline augmente l'internalisation du glucose à l'intérieur de la cellule. Comment l'insuline peut-elle faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule? Elle va exprimer des glus insulinodépendants. Ce sont des glucates présents principalement au niveau du muscle et au niveau du tissu adipeux. Très bien, donc il y aura une entrée de glucose. Mais cette expression des glucates par l'insuline, elle se fait comment? En fait, les glucates sont créés au niveau du vésicule membranaire et ils sont inhibés par les AS160. Les AS160 inhibent l'expression des glucates.
Il y aura fixation de l'insuline sur son récepteur, dimérisation, activation de la P85, P87 active P110. D'accord? P110 va activer PIP2, PIP2 active PIP3, PIP3 fixe PDK, PDK active la PKB, la PKB ou bien l'AKT va phosphoryler la A160. La AKT va les phosphoryler. Quand elle est phosphorylée, elle les inhibe. Donc ils ne pourront plus inhiber les glucates et les glucates pourront se fixer à la membrane et le glucose pourra entrer. Même si vous l'avez là. Oui. Oui. Là. Mais bon, au repos, les A160 inhibent les glucates. Au repos, les A160 sont fixés aux glucates et les ondes peuvent exprimées. On est d'accord? Quand il y aura fixation de l'insuline sur son récepteur, il y aura activation de la AKT. La AKT va phosphoryler les A160. Elle va les inhiber. Quand elle les inhibe, ils ne pourront plus inhiber les glucates. Alors bien, on vous parle d'un effet d'inhibition levé. Levé d'inhibition machine des A160 sur les glucates. D'accord? Très bien, vous avez tout compris. Bravo. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. On avance vers notre exemple. Deuxième exemple, allez. JSK. Je vais supporter la JSK. J jardin, J garçon. Qui supporte la JSK? Encore, voilà. Vous supportez quoi après vous? C'est l'équipe? Vous? L'équipe nationale. C'est quoi? Vous la contactez. Sinon, les autres. Et vous? Ah, là, tu fais. Et votre paiement? C'est un peu classique. Oui, et vous? Oui. Président, non. Jessica. Et vous? Doucement. Et vous? L'autre. Mais bon. La GSK n'est pas une de vous. D'accord, c'est une enzyme. Elle s'appelle la glycogène synthase kinase. Allez, c'est quoi la fonction de cette enzyme? Elle va phosphoryler la glycogène synthase. Regardez ce qu'on dit. La phosphorylation de GSK provoque son inactivation. Pas de phosphorylation de glycogène synthase qui devient active. S'il vous plaît, on continue. Très bien. Donc, il faut savoir que la glycogène synthase. C'est quoi la glycogène synthase? La glycogène synthase est une enzyme impliquée dans la synthèse du glycogène. On était censé faire la glycogène aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. L'essentiel, vous gardez en tête que la glycogène synthase est active à l'état défensif. Que la glycogène synthétase est active à l'état déphosphoré. D'accord? La glycogène synthase est active à l'état déphosphoré. Très bien. S'il vous plaît, on se comprend. La glycogène synthase est active à l'état déphosphoré. Elle est activée par une phosphatase. La glycogène synthase est inhibée. À la forme phosphorylée. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, il faut que je vous dise. S'il vous plaît, suivez avec moi. Ça, c'est la glycogène synthase. S'il vous plaît, on suit. Voici la glycogène synthase. La glycogène synthase est active à l'état déphosphoré. D'accord? Elle est inhibée
elle est inhibée à l'état phosphorylé. À l'état phosphorylé. Elle est inactive à l'état phosphorylé. Phosphorylated glycogen synthase. L'enzyme qui est responsable de cette inhibition, elle s'appelle GSK. Elle s'appelle glycogen synthase kinase. Elle s'appelle glycogen synthase kinase. La glycogen synthase kinase, il y a phosphoryle la glycogen synthase. Quand elle a phosphoryle, elle est. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Très bien. On va voir ici, regardez ce que je vais vous dire. La phosphorylation de GSK. GSK, qu'est-ce qu'elle va faire GSK s'il vous plaît? GSK, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber la glycogène synthase ou la phosphorylation. La glycogène synthase kinase, la GSK, elle va phosphoryler la glycogène synthase pour l'inhiber. Pour réaliser cette fonction de phosphorylation, elle doit être déphosphorylée. Là, ça se passe pas comme ça. Si la glycogène synthase phosphoryle. La glycogène synthase phosphoryle. La glycogène synthase phosphoryle. La glycogène synthase kinase, la GSK phosphoryle. La glycogène synthase kinase phosphoryle. Elle phosphoryle quoi? Elle phosphoryle la glycogène synthase. Pourquoi? Pour l'inhiber. La glycogène synthase kinase, elle est active à l'état déphosphorylé. Maintenant, quand je phosphoryle la GSK, d'accord? Donc la GSK est active à l'état déphosphorylé. Quand j'active la KT va phosphoryler la GSK pour l'inhiber. La GSK ne pourra plus phosphoryler la GS restera déphosphorylée et la GS sera active et la synthèse de glycogène sera active. Qu'est-ce qu'on sait, s'il vous plaît? L'effet général, l'insuline. Est-ce que l'insuline stimule la glycogénogèse ou bien elle l'inhibe? Elle stimule. L'insuline stimule la synthèse de glycogène. L'insuline stimule la synthèse de glycogène. L'insuline stimule la synthèse de glycogène. Donc l'insuline va se fixer sur son récepteur, elle va activer la voie PD3K, elle va activer la AKT. La AKT va stimuler la phosphorylation de la GSK. La GSK va devenir inactive, elle ne pourra plus phosphoryler la glycogène kinase. La glycogène synthétase restera déphosphorylée. Quand elle est déphosphorylée, elle est active, elle va réaliser sa fonction et la synthèse de glycogène. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Même si sa fonction, c'est la phosphorylation. Vous voyez que les protéines, leur activation et leur inhibition par phosphorylation ou déphosphorylation, elles sont propres à chacune de ces protéines. Très bien, on avance, on termine. Il nous reste deux petits exemples. Le SR2BP. Steroid Regulated Element Binding Protein. Acétylcholine. Quoi? Comment? Il faut s'intéresser parce que c'est le meilleur produit de l'extérieur. Les internes, maintenant, ensuite, on se concentre ici. Alors, l'acétyl-CoA, ce fameux carrefour métabolique qui est impliqué dans le métabolisme des lipides, des glucides, des acides aminés, d'accord? Cet acétyl-CoA est le précurseur des lipides. On vous dit que l'acétyl-CoA est le précurseur des lipides via l'acétyl-CoA carboxylase, puis l'acide gras synthase. C'est une des 5 points, elle va dire, vous m'avez pas dit de vous parler de l'acide gras, c'est essentiel. On avait parlé de l'acide gras synthase. Très bien, on vous dit que l'acétyl-CoA est le précurseur des lipides. La lipogenèse passe par l'acétyl-CoA. Si vous vous souvenez de vos cours, je sais d'accord. Donc la synthèse des lipides
Elle passe par la formation du malonyl-CoA à partir de l'acide-CoA. J'ai une molécule d'acide-CoA, elle sera carboxylée par l'acide-CoA carboxylase, qui est une enzyme abiotique qui va me donner le malonyl-CoA. Puis le malonyl-CoA va être utilisé pour synthétiser, pour être condensé dans des molécules d'acide-CoA pour me former des chaînes d'acide gras. L'enzyme qui est responsable de la carboxylation de l'acide-CoA, elle s'appelle acide-CoA carboxylase. L'acide-CoA carboxylase est une enzyme clé dans la lipogenèse. L'acide-CoA carboxylase est une enzyme clé dans la lipogenèse. Elle est responsable de la synthèse du malonyl-CoA à partir de l'acide-CoA. La lipogenèse est réalisée par une enzyme qui s'appelle l'acide gras synthase. L'acide gras synthase est un complexe enzymatique constitué de deux monomères. C'est un homodimère. Les deux monomères sont identiques. C'est un complexe enzymatique constitué de deux monomères identiques. Donc c'est un homodimère. Et chaque monomère est constitué de 7 enzymes et une protéine porteuse d'acide, l'ACP, l'acide carrière protéine. L'acide carrière protéine est responsable de la fixation de l'acide gras qui est en cours de synthèse. La réaction est réalisée au cours d'une phosphoprotéine. Dans une phosphoprotéine, et il y a une fixation d'une cystéine dans la phosphoprotéine en face. C'est pas important, c'est des caractéristiques structurales. Essentiellement, l'enzyme qui est responsable de la synthèse de l'acide gras, elle s'appelle acide gras synthase. Cette acide gras synthase, elle ne peut pas utiliser l'acide-CoA directement, elle utilise le malonyl-CoA. Donc, la synthèse des acides gras passe par la synthèse du malonyl-CoA à partir de l'acide-CoA, puis la synthèse de l'acide gras à partir du malonyl-CoA et de l'acide-CoA. L'essentiel, la transcription de ces deux enzymes, l'acide gras synthase et l'acide-CoA carboxylase, ces deux enzymes très importants pour réaliser, essentiels pour réaliser la lipogenèse, leur transcription est activée par le SREBP. Sa phosphorylation par AKT et mTOR permet son passage dans le noyau et la transcription de ces gènes. Donc le SREBP est un facteur de transcription qui est cytosolique. Le mTOR va l'activer, d'accord? Le mTOR va le phosphoryler, le mTOR va récepter, l'insuline va se fixer sur son récepteur, l'insuline va se fixer sur son récepteur, quand elle se fixe sur son récepteur, elle va activer la voie PI3K, la voie PI3K va activer le mTOR va phosphoryler le SREBP, le SREBP va devenir actif, il va entrer dans le noyau et il va activer la transcription des gènes de deux enzymes qui sont l'acide gras synthase et l'acide-CoA carboxylase. S'il vous plaît. Maintenant, cet effet sera stimulé par l'insuline. Est-ce que l'insuline stimule la synthèse d'acide gras? Il faut demander. Ça va me donner des acides gras, mais bon, ça va me donner des acides gras, l'action de l'acide gras synthèse. Est-ce que, oui, excellent. Donc, vous avez tous sauté l'effet, le premier effet. L'insuline, ça, elle est en train de me produire des acides gras, mais ce sont des acides gras qui sont destinés à la formation de triglycérides. L'action la plus importante, ce n'est pas la formation de l'acide gras lui-même. L'action la plus importante, c'est l'utilisation de l'acide-CoA. Elle est en train de me consommer l'acide-CoA. Et l'insuline, c'est une hormone de mise en réserve. Elle est en train de diminuer l'acide-CoA. Elle est en train de diminuer l'acide-CoA parce que l'acide-CoA, c'est une molécule énergétique. C'est une molécule énergétique, elle va la diminuer, elle va la stocker sous forme d'acide gras. Donc elle va synthétiser des acides gras. Oui, donc ces acides gras seront très rapidement intégrés dans le glycérol pour former des triglycérides. D'accord? Elle va aussi stimuler la synthèse de triglycérides et la synthèse de tissus adipeux. Très bien, il ne faut pas confondre entre la libération des acides gras par la lipogenèse et la libération des acides gras par la lipolyse. L'insuline, elle ne stimule pas la lipolyse par dégradation des triglycérides.
L'insuline ne stimule pas la synthèse des acides gras à partir des triglycérides. Parce que quand je dégrade les triglycérides, j'obtiens aussi des acides gras. L'insuline ne stimule pas cette synthèse des acides gras. L'insuline stimule la synthèse des acides gras pour qu'ils soient stockés. Elle ne stimule pas la dégradation des triglycérides pour avoir des acides gras qui seront libérés. D'accord? Donc l'insuline ne stimule jamais les lipases. L'insuline ne stimule jamais les lipases. L'insuline ne stimule qu'une seule lipase. Il y a une seule lipase qui est stimulée par l'insuline, c'est la lipoprotéine lipase. C'est la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase qui est responsable de la dégradation des triglycérides qui sont contenus dans les kilomicrons. Les kilomicrons sont des lipoprotéines qui contiennent des triglycérides, pas kilomicrons, kilomicrons. Les kilomicrons possèdent. Ah, si, donc, on peut utiliser les deux. J'écoute bien. On peut dire kilomicron, je peux dire kilomicron, mais le mot le plus juste c'est kilomicron. Très bien, allez, c'est bon. Donc, il faut savoir que les kilomicrons possèdent des triglycérides, donc ça c'est des triglycérides alimentaires. J'ai pris les acides gras, j'ai fabriqué avec eux des triglycérides temporaires, juste pour les envoyer au tissu. La lipoprotéine lipase, elle va dégrader ces triglycérides pour récupérer les acides gras. Et ces acides gras seront rapidement récupérés et vont être stockés dans la cellule sous forme de triglycérides. Donc la lipoprotéine lipase est stimulée par l'insuline pour pouvoir donner des acides gras qui seront stockés. Attention, l'insuline est une hormone de mise en réserve. L'insuline est une hormone de mise en réserve. Très bien, on continue. Le dernier exemple de notre cours, la FOX1, la FOX01. L'arrêt de la néoglucogenèse se fait par inhibition de ces enzymes clés. La PEPCK, phosphoénolpyruvate CK, d'accord? Phosphoénolpyruvate CK. Et glucose 6-phosphatase. La glucose 6-phosphatase, c'est la dernière enzyme de la néoglucogenèse. C'est l'enzyme qui est responsable de la dégradation du glucose 6-phosphate en glucose et qui est absente dans la maladie de Van Gierk. On a vu ce matin. La glucogénèse de type 1. Très bien. Et la transcription de leur gène est régulée par le facteur de transcription FOX1. Donc FOX1 est FOX1. FOX1, il est responsable de quoi? Il est responsable. FOX1, c'est un facteur de transcription qui active la transcription des gènes des enzymes de la néoglucogenèse. Donc, on dira que FOX1 active la néoglucogenèse. FOX1 active la néoglucogenèse. FOX1 active la néoglucogenèse. Et d'accord? FOX1 est actif à l'état déphosphorylé, qui se trouve dans le noyau. La KT va le phosphoryler, l'inhiber et le maintenir dans le cytosol. Par la transcription des gènes, arrêt de la néoglucogenèse. L'insuline, est-ce que l'insuline stimule la néoglucogenèse ou elle l'inhibe? L'insuline est une hormone inhiboglycémique. Elle va inhiber la néoglucogenèse. Comment l'insuline va-t-elle pouvoir inhiber la néoglucogenèse? Comment, l'insuline peut-elle inhiber la néoglucogenèse? Elle va phosphoryler le FOX1. Le FOX1 ne pourra pas rentrer dans le noyau, il ne pourra pas jouer son rôle de facteur de transcription, il ne pourra pas activer la transcription de la PEPCK et de la glucose 6-phosphatase. Les enzymes de la néoglucogenèse ne pourront pas être synthétisées, la néoglucogenèse ne pourra pas avoir lieu. La néoglucogenèse ne pourra pas avoir lieu. Et c'est comme cela que l'insuline peut exercer son rôle d'inhibition de la néoglucogenèse. Quel PQCR? Bon, bravo. Les deux voies, les deux formes de voies, un petit récapitulatif. Donc l'insuline agit toujours via l'IRS. L'IRS va activer la GRB2 ou bien la P3K. Il va activer la P85. La P85 va activer la P110. P110 transforme la PIP2 en PIP3. PIP3 va activer la fossée de PDK. Le PDK va phosphoryler le AKT et le AKT donnera les différents effets de l'insuline. Pour avoir des MAP kinases, il y aura activation de la GRB2 active le ASOS. ASOS va exercer sa fonction GR sur la RAS phosphoryle RAF phosphoryle MEC phosphoryle la MAP kinase et la MAP kinase entre dans le noyau pour réaliser ses fonctions. On a terminé avec ce. Quelques QCM et j'ai fini. Allez.
Ceux qui sont contraints par les moyens de transport, ils peuvent sortir. Pour les autres, on va continuer. Quelques puissants. Ça sera 3 puissants. S'il vous plaît, on se concentre. Allez, à propos des récepteurs enzymatiques, ce qu'on vient de voir, il en existe plusieurs types. Les récepteurs adénylate cyclase catalysent la production d'AMPC dans le cytosol. C'est vrai, c'est faux. Allez. Oui, il faut pourquoi. Oui. Là, oui. Oui, d'accord, oui. À propos des récepteurs enzymatiques, est-ce que la voie adénylate cyclase est réalisée par des récepteurs enzymatiques? Elle est réalisée par des protéines, des récepteurs couplés à la protéine IgG. Donc la composition est fausse. Je te kiffe chez le Hukm Phosphate. Oui, adénylate cyclase. Je vais concentrer au deuxième partie. Attention, l'adénylate cyclase n'est pas activée par des protéines enzymatiques. Par des récepteurs enzymatiques. Alors, les ligands peuvent jouer un rôle dans la différenciation, multiplication, ainsi que dans le développement de l'inhibition de processus cancéreux. Oui. Les récepteurs à activité tyrosine kinase, actifs à l'état de monomère, phosphorylent spécifiquement des tyrosines sur des molécules de signalisation. C'est faux, c'est vrai. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Ils sont actifs à l'état dimère. Ah. Une des voies classiques activées par les récepteurs à activité tyrosine kinase est la voie des rapkinase. Oui. Très bien. Il existe de nombreux récepteurs de structure variable avec une extrémité cytosolique et un domaine extracellulaire qui porte l'activité tyrosine kinase. C'est le domaine intracellulaire qui porte l'activité tyrosine kinase. Très bien. Vous voyez que la A est forte. Adénylate cyclase n'est pas dépendant d'un récepteur à activité enzymatique. La B, on a dit qu'elle est juste. Les C, on avait dit qu'elle était fausse parce qu'ils ne sont pas actifs à l'état monomère. La D, on a dit qu'elle est juste. Et pour la E, elle est fausse parce que ce n'est pas le domaine extracellulaire qui a une activité tyrosine. Vous voyez combien c'est facile? Il faut juste se concentrer. Très bien. Prochain QCR. Allez. À propos des récepteurs intracellulaires, les hormones stéroïdiennes, telles que la T4 et la T3, ont des récepteurs nucléaires permettant de réguler le métabolisme. Oui. Donc, les hormones stéroïdiennes ont des récepteurs nucléaires. S'il vous plaît. J'ai trompé tous ceux qui passent. Les hormones stéroïdiennes. Et ça n'est pas des récepteurs à nucléaires. C'est des récepteurs importants. Oui, c'est des récepteurs. La question ne se pose pas. Est-ce que le récepteur est récepteur ou bien d'ailleurs, ce n'est pas des hormones stéroïdiennes. S'il vous plaît, concentrez-vous. S'il vous plaît. Je vais vous traiter. Les hormones thyroïdiennes ne sont pas les hormones stéroïdiennes. Pour l'instant, n'essayez pas, s'il vous plaît. Et si n'essayez pas, on va tenir le coup. Essayez de me répondre en plus. La proposition, elle est fausse. D'accord? Très bien. Vous voyez, on peut vous poser ce type de piège. Il faut vraiment se concentrer. Très bien. Ces signaux sont hydrophobes et circulent sont hydrophobes et circulent librement dans la circulation générale. Cette fraction libre est dosable dans le diagnostic et est biologiquement active. S'il vous plaît, c'est pas comme ça qu'on va parler. S'il vous plaît, oui, allez-y. Donc, si signes sont hydrophobes, qu'elles doivent être liées à des protéines. Si elles sont liées, ça veut dire qu'elles ne vont pas être biologiquement actives, elles ne vont pas être dosables. Très bien. C'est faux. Par la logique, c'est faux. Ça rend ils sont hydrophiles, mais hydrophobes. Ils ont montré
C. Certains récepteurs de ces signaux hydrophores peuvent être présents dans le cytosol et libérés secondairement vers le noyau pour exercer leur activité. Ou être directement nucléaire déjà fixé sur l'ADN. Oui. Pour les hormones stéroïdiennes. Ah oui, on est en train de parler des récepteurs de transmission. Allez, on va essayer juste la force. Non, mais c'est déjà. Très bien, ils ne sont pas fixés sur l'ADN. Pour tous les signaux liposolubles, les récepteurs sont constitués comme suit. Un domaine NH2 terminal de liaison avec l'hormone. Non. C'est déjà en présence de ligands, le récepteur est activé et joue son rôle de régulateur de la transcription. Réponse qui se fera en deux temps. D'abord la réponse primaire, puis la réponse secondaire grâce à une stimulation hormonale. Mais c'est pas ça extracellulaire. À dire, je dirais qu'elle est fausse. En présence de ligand, le récepteur est activé et joue son rôle de régulateur de la transcription. Réponse qui se fait en deux temps. D'abord la réponse primaire, puis secondaire grâce à une stimulation hormonale. Là, la machine, c'est la machine de stimulation hormonale. Je ne sais pas, je dirais qu'elle est fausse, je n'ai pas compris. Elle est juste. Je ne sais pas, elle n'est pas abordée dans le cours. S'il vous plaît, on va voir les différents puissants. Pour la A, elle est fausse. Pour la A, elle est fausse parce que T3 et T4 ne sont pas stéroïdiens. D'accord? Pour la B, elle est fausse parce qu'ils ne circulent pas librement. Pour la C, certains récepteurs de ces signaux hydrophores peuvent être présents dans le cytosol et migrer secondairement vers le noyau pour exercer leur activité ou être directement nucléaire et déjà fixé sur l'ADN. Cette notion aussi n'est pas abordée dans nos cours, vous la retenez comme champ. Donc je peux avoir un récepteur qui est déjà préfixé. En tous les cas, dans le récepteur NR3, ce n'est pas le cas. Dans le récepteur NR1, ce n'est aussi pas le cas. Parce qu'on avait dit que NR1, il est impliqué dans l'acétylation et cette acétylation est responsable du décompactage de la carbone. D'ailleurs, on reste limité à notre cours. Allez, je cite de nouvelles informations pour vous. Très bien. Pour la D, on a l'extrémité NH terminale ne fixe pas l'hormone. Et pour la E, kiff, on vous dit qu'elle est réalisée en deux temps. Cette organisation kiff, elle n'a pas été abordée dans notre cours. Donc on l'oublie. D'accord? Ne faites pas attention à cette possible. Une réponse primaire, une réponse secondaire, ce n'est pas un test. Oui? C'est écrit un message. Ah non, pas du test. La DOMA, c'est du QCM, t'as le passage. D'accord? Ah non. À propos des récepteurs avec S couplé à la protéine G. Allez. N'ayez pas peur, vous n'aurez pas. Même pas LNG. Ce sera beaucoup plus facile. Très bien. Allez, on se concentre. Il nous reste ce QCM et c'est bon. Le récepteur transmembranaire et le récepteur couplé à la protéine G est un récepteur transmembranaire lié dans sa partie cytosolique à une protéine souvent trimérique à trois sous-unités, alpha, bêta, gamma. C'est la sous-unité bêta qui échange les deux. Une des sous-unités de la protéine G se détache de son complexe initial et va activer différentes cibles. La phosphodipase C va réguler par son action la libération de calcium dans la cellule. Oui. Elle se détache. C'est la gamma, La alpha. C'est alpha qui détache de la gamma pour activer la phosphodipase C. La phosphodipase C me donne l'IP3 et l'IP3 me libère le calcium. L'adénylacyclase, elle, va produire de l'AMPC suite à l'activation d'une protéine GS. S'il vous plaît, oui, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de protéines alpha. GS, GI et GQ. GS active l'adénylacyclase. GI inhibe l'adénylacyclase et GQ active la phosphodipase C. GQ active la phosphodipase C. Elle est juste. Très bien. Dans ce type de récepteur, la molécule signal est donc facilement internalisée, ce qui lui permet d'avoir une action spécifique sur les effecteurs cellulaires. Le travail, ça n'est pas. Très bien. C'est faux. L'hormone n'est pas internalisée. Très bien. Elle est normale.
une même cascade enzymatique met en jeu les mêmes effecteurs cellulaires dans deux types cellulaires différents et susceptibles de provoquer des événements opposés. Oui. Oui. Cela dépend du type cellulaire. Très bien. Pour la B, ils ont dit que c'est faux. Bon, pour la B, pour la A, on a dit qu'elle était juste. Qu'elle était fausse parce que ce n'est pas la bête. Très bien. Pour la B, on avait dit qu'elle était juste et on avait compris. Ouais, il y avait une exploration par la phosphorylation. L'adénylate cyclase, elle va produire la cyclase. Dans ce type de récepteur, il n'y a pas d'internalisation. Une même cascade enzymatique met en jeu les mêmes effecteurs cellulaires, donc deux types cellulaires différents et susceptibles de provoquer des événements opposés. C'est pas les mêmes effecteurs. Oui, d'ailleurs, on s'est trompé, enfin, je me suis trompé. Une même hormone, oui, elle peut donner des effets opposés. Mais ça pas à travers les mêmes effecteurs, à travers différents effecteurs. Et je peux comme le récepteur à activité tyrosine kinase, il peut m'activer la PLC. D'accord? Le récepteur couplé à la protéine G, il peut m'activer la PLC. La protéine G, elle peut m'activer l'adénylate cyclase. La protéine G, elle peut m'activer la phospholipase C. Donc, une hormone, la même hormone. Par exemple, l'adrénaline. Je vous donne l'exemple de l'adrénaline. L'adrénaline peut se fixer. Je vous avais dit tout à l'heure que les récepteurs couplés à la protéine G, c'était surtout les récepteurs adrénergiques. C'était les récepteurs bêta-décolamine. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des récepteurs adrénergiques à effet antagoniste? Oui, les récepteurs alpha 1 et alpha 2. Alpha 1 sont des vasoconstricteurs, par exemple, ils ont un effet inotropositif, ils ont un effet qui augmente la constriction. Et les récepteurs alpha 2, ce sont des vasodilatateurs, donc c'est des effets contraires. Et les effets contraires, ils ne sont pas réalisés par les mêmes effecteurs. Ils ne sont pas réalisés, ils sont réalisés par la même hormone, par le même récepteur. Si c'est un récepteur couplé à la protéine G, d'accord, c'est le même récepteur. C'est un récepteur couplé à la protéine G, mais ça ne pas par les mêmes effecteurs. C'est pour ça qu'elle est fausse. C'est pour ça qu'elle est fausse. Nous-mêmes, ils ont écrit les mêmes effecteurs. C'est pour cela qu'elle est fausse. Très bien. Allez, le dernier QCR, s'il vous plaît. La transduction mettant en jeu l'adénylate cyclase se déroule en plusieurs étapes. Donnez l'ordre des étapes. Donnez l'ordre des étapes. Allez. Quelle est la première? C'est la fixation de l'organe sur son récepteur. Donc c'est la 2. Fixation du ligand sur son récepteur. Donc on va chercher celle qui commence par la 2. Celle-là, celle-là. Ah, tout est tout. Ensuite, est-ce qu'il y aura après la fixation du ligand? Allez. Activation d'une cascade de phosphorylation. C'est la 4. C'est la 4. Remplacement du GTP par GTP sur la protéine G. S'il n'y a pas une autre, je vais prendre la 4, s'il n'y a pas une autre, il y a fixation de l'hormone de la protéine G sur le récepteur. La cache. Puisque ma cache, c'est la 4, c'est le remplacement du GDP par GDP sur la protéine G. Donc, on a 2 4. 2 4. Très bien. On a des 1, on a 2. Très bien. Donc, on va voir 2, 4, 5 ou 2, 4, 6. Après la 4, je vais faire la 5. Formation du complexe protéine G adénylate cyclase. Ou la 6, activation d'une cascade de phosphorylation. La 5. 5, 3, 6. Si on prend la D ce sera fixation de l'hormone sur son récepteur, ensuite remplacement du GTP par GTP, ensuite activation de phosphorylation. Non. Les phosphorylations sont intracellulaires, ils sont exercées par la PKA. Il nous reste la E, on va voir la E, fixation de ligand sur son récepteur. Ensuite, remplacement du GTP par GTP. Ensuite, formation du complexe protéine G adénylate cyclase. Ensuite, hydrolyse de l'ATP.
D'accord, c'est la fonction de la désynapse, c'est la formation de la NPC. Ensuite, activation de la cascade de phosphorylation. Ensuite, hydrolyse de la GTP en GDP. L'hydrolyse de la GTP en GDP est responsable de la régénération. Donc ce sera la réponse E. Ce sera la réponse E. Ce sera la réponse E. Nous venons de clôturer notre cours en signalisation et de clôturer avec nos séances de cette année. J'espère que ces séances furent bénéfiques. J'en profite pour m'excuser en nom et en nom de tous les tuteurs pour tout malentendu avec les tuteurs, pour tout déplacement inutile ou pour toute perte de temps. On espère pour vous toute la réussite, Inch'Allah, et un très bon classement en test. Merci.